Salam alaikum. Si jamais tu as plus de 100 000 euros, 100 000 francs, 100 000 dollars canadiens à investir, ne les confie surtout pas à un conseiller parce que je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi, en fait, la plupart des conseillers ou même de l'univers financier d'un point de vue d'un professionnel, pourquoi les conseillers, en réalité, ils ne veulent pas forcément ton bien, mais ils veulent juste te soutirer de l'argent. Donc, je vais t'expliquer un petit peu la réalité financière, enfin, la réalité du métier en tant que conseiller et pourquoi, en fait, il vaut mieux que tu soit apprennes à le faire, soit que tu aies un conseiller indépendant et, en fait, qui va te construire vraiment un portefeuille qui va être euh, cohérent, en fait, sur l'avenir, quelqu'un de compétent qui va savoir justement choisir les bons produits au bon moment et pas justement quelqu'un qui va essayer juste de te vendre une assurance vie ou de te vendre un PER comme on le voit suffisamment en fait aujourd'hui dans l'univers financier, que ce soit dans l'univers financier de la finance islamique ou de la finance classique. Donc je vais te résumer un petit peu tout ça aujourd'hui. L'objectif, ça va vraiment être de te faire comprendre ça et de te montrer vraiment concrètement comment éviter de tomber dans ces pièges-là et de savoir déterminer justement un bon conseiller d'un mauvais conseiller, tout simplement. Donc sans plus tarder, on va commencer. D'ailleurs, si jamais tu veux que je t'accompagne ou que je t'aide un petit peu dans tes problématiques patrimoniales, je te conseille de cliquer sur le lien en première ligne de description. C'est un appel gratuit offert avec moi, ou alors tu peux rejoindre également le canal WhatsApp qui est en deuxième ligne de description. J'en ai fini avec ma pub. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Donc en fait, pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que la majorité des conseillers aujourd'hui sont un peu scrupuleux et ils veulent absolument te vendre des produits. Ok. En fait, le business model déjà d'un conseiller financier, qu'est-ce que ça va être? Il y a deux méthodes. Soit tu es payé uniquement en honoraires, soit tu es payé également en frais. C'est-à-dire que on te prend par exemple 1% de frais qui sont répartis entre soit l'assureur, soit le compte titre, etc. et justement le conseiller. Donc c'est ce qu'on appelle une rétrocommission. Et justement, le conseiller est payé comme ça, justement, directement un pourcentage, en fait, justement, des frais. Donc, en fait, du coup, ça, c'est une méthodologie que je trouve peu éthique parce qu'en fait, sur du long terme, le problème, c'est que l'accompagnement, il va te coûter des centaines de milliers d'euros. Et ça, tu t'en rends pas compte parce qu'avec la croissance composée, avec le fait que ton capital grossisse de plus en plus, et que la différence en vrai d'accompagnement va pas être si différente entre un conseiller et puis le faire toi-même, tu payes en fait dans le vent à un conseiller des centaines de milliers d'euros, mais bon, passons, c'est pas ça le plus gros problème. En vrai, moi, le plus gros problème que je vois avec les conseillers financiers aujourd'hui, c'est vraiment le manque de compétences. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'on va te proposer des produits comme l'assurance vie ou le PER, on va te proposer des abattements fiscaux, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément le plus intéressant. En fait, la plupart des conseillers, ils vont te vendre l'avantage fiscal ou ils vont te vendre les avantages de succession d'un produit. Alors qu'en réalité, si jamais tu le faisais sur une autre manière, à la fin, tu as plus d'argent que si jamais tu le faisais grâce à leurs produits. Et en fait, la plupart des conseillers voient un petit peu le problème à l'envers. Ils commencent par le problème et essaient de trouver la solution directe au problème. Alors que ce qu'il faut faire, c'est prendre le problème, regarder les différentes routes qui sont mises à disposition aujourd'hui avec les produits, etc., pour régler le problème et ensuite regarder la finalité, c'est-à-dire à la fin, quelle est la finalité qui vont justement t'apporter le plus de résultats. Je vais te prendre un exemple très concret, si jamais c'est encore un peu flou pour toi. On va prendre un cas, une personne qui souhaite préparer sa succession, qui souhaite préparer justement la transmission à ses enfants. Elle a deux choix. Soit elle peut passer par un CTO classique, et on va dire par hypothèse qu'elle veut pas aller dans l'immobilier, mais qu'elle veut rester exclusivement dans des actifs boursiers, des actifs assez liquides, comme des sous-coucs, ou alors de la bourse, des actions, etc. Donc elle a deux choix. Soit elle passe par une assurance vie, soit elle passe par un CTO. L'avantage à passer par l'assurance vie, c'est que tu vas avoir un abattement fiscal au niveau de la succession qui peut aller jusqu'à à 30% maximum. La tranche va de 21,75 je crois jusqu'à 30% maximum. Et un CTO, du coup, c'est le barème entre 10% et puis 45% au niveau de la succession. Tu as également un abattement au niveau de l'assurance vie quand c'est fait avant 70 ans de 152 500 euros. Et pour un CTO, c'est que 100 000 euros l'abattement. Donc voilà, pour mettre un petit peu les bases. Quand on fait les calculs, pour une personne, en fait, il y a une étude, il y a une étude qui a été postée, etc. Je pourrais vous faire une vidéo un peu plus complète justement sur cette étude qui est extrêmement intéressante et qui montre justement l'impact en fait au niveau de l'assurance vie avec des graphiques. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Mais là, je vais juste te résumer un petit peu pourquoi je parle de ça, le fond de mon propos. En fait, directement, si jamais tu regardes l'un des deux scénarios, le conseiller classique, il va te proposer l'assurance vie. Pourquoi? Parce que
il y a des frais qui sont plus élevés. C'est plus intéressant pour lui que de te proposer un CTO où forcément les frais seront quand même beaucoup moins élevés. Les frais au niveau des produits également, il peut prendre une rétrocession là-dessus, donc forcément c'est plus intéressant pour lui. Ça dépend des fonds bien sûr, mais sur certains fonds, je sais que tu peux prendre une rétrocession en tant que, vu que je suis dans le métier. Donc en fait, tout ça va être en conflit d'intérêts. Et du coup, quand tu regardes à la fin, par exemple, le résultat final, si jamais tu as un objectif qui va être plutôt court terme, l'assurance vie, ça va être le mieux. Si jamais tu as un objectif qui est plutôt long terme, c'est-à-dire 20 ans et plus, le compte titre va être beaucoup mieux en termes de capitalisation. Pourquoi? Parce que en fait, peu importe que tu payes 30% à la fin, si jamais ton capital est de 2 millions, bah forcément, c'est beaucoup plus intéressant qu'avec un capital de 1,5 million par exemple. Et donc dans tous les cas, tu es gagnant. En fait, peu importe l'imposition que tu as commencé à payer. Et en fait, le problème, c'est qu'ils orientent vraiment leur marketing autour de la fiscalité, autour des abattements disponibles. C'est comme exactement comme les plans type Madelin, etc., qui sont proposés par l'État. En réalité, ça avantage uniquement la personne qui te le vend et généralement, ça avantage pas forcément l'épargnant ou celui qui va vouloir souscrire dessus. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui une grosse vague en fait de conseillers indépendants qui commencent à arriver sur le marché et c'est plutôt bien, moi je trouve. J'en fais partie. Du coup, c'est des personnes qui vont vraiment ramener un petit peu la compétence du métier au centre et qui vont vraiment essayer d'éduquer en fait la personne en face pour justement qu'il ait toutes les clés nécessaires pour comprendre ce qu'il fait. Et je pense que c'est le plus important et c'est ce qui manque aujourd'hui aux conseillers un peu plus classiques et je sais pas envie de dire peu scrupuleux, mais voilà, aux conseillers classiques qui veulent absolument vendre leurs produits parce que au final, le métier d'un CGP, bah, c'est le métier d'un commercial. C'est bien pour ça que la plupart des sociétés de gestion délèguent justement leur travail de distribution à des CGP. Pourquoi? Parce que c'est des commerciales en réalité et c'est pas vraiment des experts de la finance ou quoi, c'est vraiment plus des commerciales. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour vraiment distinguer ça, c'est regarder justement dans l'audit patrimonial qu'il va te faire. Généralement, bon, si c'est un bon conseiller, il va te faire un petit audit patrimonial et il va déjà te mettre une petite idée de ce qui serait possible de faire justement avec ta situation au niveau de ton cas, etc. Déjà une idée de ce que faire, bien sûr, ça c'est une idée qui va pouvoir évoluer une fois que l'accompagnement commencera, mais généralement il te donne une idée déjà des produits, des choses qui vont pouvoir mettre en place. Si jamais il te propose un ou deux produits grand maximum, bah, c'est déjà un mauvais signe en fonction de ta situation bien sûr. Et si jamais il te propose des produits type PER, assurance vie, c'est encore un autre mauvais signe parce que ça dépend vraiment de ta situation. S'il te met tout par exemple en PER, je sais que c'est une mauvaise chose parce que moi j'ai fait des centaines et des centaines de cas clients. Je peux te dire qu'il n'y a aucun cas client où c'est intéressant de mettre 100% dans un PER. Il peut y avoir des cas où c'est intéressant de mettre 20-30% dans un PER pour optimiser fiscalement et pour réinvestir l'avantage fiscal si jamais l'argent n'est pas t'as pas besoin de l'argent tout de suite en réalité, ça peut être intéressant, mais dans la majorité des cas, l'avantage fiscal d'avoir un PER dans ton patrimoine à hauteur de 20-30% juste pour augmenter, sachant que tu as les frais de l'enveloppe, sachant que tu as les frais et également des produits qui seront moins intéressants que sur un CTO classique, vont venir ternir la performance et donc justement à la fin tu auras beaucoup moins justement d'argent et donc ça va vraiment avoir visé pour but uniquement de pouvoir comment on appelle ça, de pouvoir optimiser fiscalement pardon sur le court moyen terme justement au niveau de ton imposition, bien sûr sachant que l'argent est bloqué, enfin il y a pas mal de désavantages à aller sur un PER, mais du coup en fait à la fin ça peut être intéressant pour les personnes qui ont une TMI qui est quand même assez élevée, supérieure à 30, 40, 45%, et l'avantage pardon du coup je l'ai pas dit, mais c'est à peu près 10 à 20% grand maximum. J'ai jamais eu un cas supérieur à 20% d'économie au niveau d'un PER. Euh, je parle du patrimoine global, hein, en comparaison à le faire uniquement sur un CTO sans l'avantage fiscal, bien sûr. Et bien sûr, l'avantage fiscal est uniquement intéressant s'il est réinvesti. Ça, on te le dit pas, forcément, on te dit, voilà, il y a cette personne-là qui est passée de 10 000 euros d'impôt sur l'année à 800 euros. Ok, top. Mais sauf que cet avantage fiscal est réinvesti pour tes projets futurs. Donc, en réalité, dans ta poche, toi, t'as moins. Ils sont juste capitalisés. Voilà, c'est aussi une distinction à faire qu'on me dit souvent en consultation, c'est-à-dire ouais, mais du coup moi j'économise ça en impôt. Non, t'économises pas de l'impôt, juste tu le mets dans une poche qui va être capitalisante, qui va te permettre d'investir ton argent. Mais en réalité, ton argent dans tous les cas, bah, il est pas dans ta poche, il est bloqué dans un dispositif. Mais dans tous les cas, ça peut être intéressant en fonction de la profil de la personne, mais du coup voilà, c'est à regarder, c'est à consulter. Vraiment, en fait, le gros problème que je vois avec les conseils aujourd'hui, c'est vraiment juste ça. C'est juste le fait que la méthodologie qui vont être apportées aux clients ne va pas être adaptée forcément à la situation du client.
Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que en fonction de la personne que tu as en face, tu vas pas forcément avoir les mêmes choses que tu vas pouvoir conseiller à cette personne. C'est-à-dire que certes, tu vas avoir des personnes qui vont avoir besoin de besoin de transmission, c'est-à-dire de pouvoir faire de la succession. Sauf que la succession, ça se résume pas à l'assurance vie. Et le problème, c'est que juste parce que il y a des articles justement dans le code de l'assurance vie qui disent justement que c'est intéressant l'assurance vie avant 70 ans parce que tu as des abattements, parce que tu as une petite réduction sur l'impôt, que c'est forcément intéressant pour cette personne-là d'aller sur l'assurance vie. Si jamais la personne elle a un projet de capitalisation de plus de 20 ans, qu'est-ce que tu iras aller sur de l'assurance vie? Et peut-être qu'elle et du coup, peut-être que c'est vraiment pas intéressant pour cette personne-là d'aller sur ce type de dispositif, et c'est peut-être intéressant uniquement d'aller sur un type de dispositif type CTO qui permet justement de capitaliser là-dessus. Donc en fait, voilà, c'est vraiment ça le plus gros problème que je vois moi aujourd'hui avec les conseillers. Donc moi, ce que je te conseille de faire en fait à partir de là, parce que du coup, je t'ai parlé un petit peu, voilà, je t'ai fait un petit peu un tour d'horizon de ce qui se fait, je t'ai donné quelques exemples, etc. Mais je pense que le plus pertinent, c'est de te dire, toi, dans ta situation, qu'est-ce que tu devrais faire justement à ce point de vue-là, quel conseil tu devrais aller voir, etc. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est soit aller voir des conseillers indépendants, soit d'aller te former par toi-même sur le métier de conseiller. Bon après, voilà, c'est quand même assez chronophage de se former sur un métier. Moi, ce que je te conseille plutôt, c'est l'hybride, c'est-à-dire d'à la fois aller voir un conseiller indépendant qui va te faire ta stratégie, qui va t'accompagner là-dessus, et à la fois te former justement sur les pratiques de base de l'investissement, sans pour autant devenir un expert, mais pour savoir en fait ce que tu fais, devenir autonome au niveau de la gestion de ton argent, etc. Moi, c'est ce que je propose. Tu peux aller voir la première ligne de description pour faire un premier appel. Moi, je vends jamais sur le premier appel. J'ai étudié la situation du client déjà en détail pour voir si jamais on pourrait matcher, on pourrait bosser ensemble. Et après, on voit plus en détail. Si jamais juste tu veux me contacter, bah, t'as mon WhatsApp en description. C'est un canal WhatsApp. Tu verras, j'envoie quelques messages de temps en temps pour que je suis pas très régulier. Désolé pour les personnes qui me regardent depuis un petit moment. Je suis pas très régulier sur le canal WhatsApp, même sur YouTube. J'essaie de faire de plus en plus de vidéos à l'avenir, Inch'Allah. Mais du coup, tu peux aller sur le canal WhatsApp et tu verras dans les membres, il y aura mon numéro, tu pourras directement aller me contacter, il n'y a pas de souci. Si jamais tu as des questions ou quoi, sinon tu as Instagram, ou aussi dans la biographie de ma chaîne, tu pourras aller directement m'envoyer un petit message si jamais tu as une question ou quoi.